Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Padjemi, bienvenue dans l'épisode 19 de Miroir Miroir. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux tendances, celles qui font qu'en 2019, on peut s'agacer devant une publicité de mode sans aucun mannequin noir, qu'on ne trouve pas normal qu'une marque ne propose aucun vêtement au-dessus de la taille 44, qu'on puisse féliciter le secteur de la lingerie de mettre en avant des corps moins filiformes ou constater que pour la première fois dans l'histoire, une femme trans fait la couve d'un grand magazine féminin. Bref, que le marketing est en train d'évoluer et que notre rapport au corps et à notre apparence sont intrinsèquement liés à tout ça. Pour comprendre en quoi ces tendances ont du sens, je reçois Emmanuel Demazière, qui est planeur stratégique chez Pecklers Paris, l'un des bureaux de tendance les plus importants de la capitale. Des couleurs qu'on va porter aux aliments qu'on va manger en passant par ce qu'on mettra sur notre peau, ce sont eux qui dessinent et décident des enjeux qui feront la société de demain. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jennifer. Alors je vais tutoyer Emmanuel parce qu'on se connaît un tout petit peu, notamment à travers des interviews qu'elle m'a données pour appuyer certains articles que j'ai pu faire sur des tendances mode ou beauté. Je vais commencer par une question toute simple, Emmanuel, qui est « À quoi servent vraiment les bureaux de tendance ?» Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que vous faites ? Un bureau de tendance, en fait, va pouvoir permettre aux entreprises de comprendre le sens dans lequel la société va pour pouvoir, par la suite, commercialiser des biens et des services qui sont en cohérence avec les attentes des consommateurs. Donc concrètement, en fait, on va les aider à prendre de bonnes directions en termes d'innovation, donc dans la recherche produit qui va pouvoir être faite. Je pense notamment au secteur de la beauté, mais aussi au secteur de la food. Ensuite, on va les aider et les aiguiller aussi sur le design produit, donc quelles sont les nouvelles formes, quelles sont les nouvelles couleurs dans lesquelles on va pouvoir se projeter demain et qui vont être inspirantes pour les consommateurs et aspirationnelles. Et dans un troisième temps, il va y avoir aussi tout un travail sur l'image de marque, la manière dont on va finalement communiquer, la manière dont la marque va communiquer et les discours dans lesquels les consommateurs vont pouvoir se projeter sociologiquement. Donc, quels sont par exemple, là, on va parler du durable dans la food. Donc, c'est un sujet qui est hyper important et dans lequel les consommateurs apporte vraiment beaucoup d'importance et on va pouvoir aussi faire du conseil sur de l'image esthétique finalement, donc quel univers finalement cette marque va pouvoir projeter et quel univers va pouvoir inviter les consommateurs à consommer. Donc en gros, c'est bien plus que nous dire qu'on va porter du jaune ou du orange non, telle année, quoi. C'est beaucoup plus sociologique. Tout à fait. On s'appuie en fait sur différentes études sociologiques qui sont faites tout d'abord en interne, donc chez Pecklers Paris, et bien sûr, on va s'appuyer aussi sur d'autres études, donc par exemple de cabinets très très gros qui vont faire des analyses du type Kantar, qui est l'Ipsos, et donc des chiffres, mais aussi de l'observation finalement. C'est une manière d'humer la société et de comprendre comment on va pouvoir évoluer et tout en prenant en compte bien sûr les problématiques aujourd'hui desquelles on est en présence, donc encore une fois de l'environnement ou dans le cas ici, comment est-ce qu'on fait pour vivre tous ensemble et comment est-ce qu'on fait pour représenter la société dans son sens le plus large. Dans l'un des nombreux dossiers de prospective que vous proposez chez Pecklers Paris, sur des thématiques précises, il y en a un sur l'estime de soi où la tendance clé est « cultiver l'empathie ». Et c'est écrit, je cite, « Les dictats de l'apparence et de la beauté photoshopée troublent les perceptions que l'on éprouve pour les vrais gens et pour soi-même. Aujourd'hui, l'émergence de la conscience empathique libère une vision réconciliée de la nature humaine. Ressentir la valeur du soin, de l'authenticité et du plaisir d'être au monde. Elle aide à nous redéfinir et à nous aimer nous-mêmes, en célébrant la simplicité, la beauté de la relation et des émotions vraies. » Il y a un autre exemple sur la manière dont la consommation de masse de cosmétiques a commencé à genrer les crèmes, parfums, etc. pour les femmes, alors qu'au 19e siècle, c'était neutre, et comment Calvin Klein a remis dans les années 90 cette idée d'unisexe et a imposé une tendance. Donc tout ça, c'est super intéressant, enfin moi ça me passionne. Donc d'après tous ces signaux faibles ou forts, ce que je comprends, c'est que les marques, et sans doute des agences médias, se basent sur ces prédictions pour leur campagne de communication.
On peut dire que les marques vont se baser sur des prédictions, mais il y a aussi un pouvoir qui est énorme et qu'il ne faut pas négliger. C'est tout ce qui se fait dans le domaine artistique, qui va être hyper inspirant pour justement pouvoir après remonter sur des questions marchandes de communication ou des questions marchandes d'ailleurs dans leur ensemble. Le cabinet Tendance effectivement va pouvoir donner une bouffée d'oxygène à des marques qui n'ont pas le temps finalement, des gens en interne qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps finalement de se pencher sur les véritables aspirations des consommateurs, qui n'ont pas le temps d'observer la société dans son ensemble. Et donc nous, on va effectivement intervenir à ce moment-là. On va appeler ça des prédictions, mais ça fait un petit peu Madame Irma. Finalement, on va les aider à accomplir le challenge qui est de naviguer dans l'instant présent. Et quand on parle de Calvin Klein, par exemple, c'est un petit peu compliqué parce que je pense qu'il y a la volonté du directeur artistique versus la réalité de la société aujourd'hui. Les deux, finalement, se rencontrent et c'est là où la chimie se fait. En revanche, chez d'autres marques, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est là où on va pouvoir, sur la base de nos analyses sociétales, les diriger finalement vers des discours qui sont plus cohérents avec les aspirations des consommateurs. Quand on parle d'empathie, quand on parle d'authenticité, on sait qu'il y a une grosse partie de la société qui aspire justement à ça parce que on est dans un monde qui va toujours plus vite, qui exige toujours beaucoup plus de nous. Et c'est là où la marque peut prendre parti finalement et dire aux consommateurs on est de votre côté, on vous comprend, et c'est là où le consommateur va pouvoir se projeter plus facilement parce que finalement cette marque qui va avoir un discours qui est certes un espèce d'oblivion en fait inconnu et peut-être très abstrait, va pouvoir véhiculer finalement l'idée que elle-même, elle est humaine et que elle-même aussi, elle a envie de ralentir et là, va pouvoir se créer un contact et une première relation finalement avec le consommateur. On le voit depuis quelques années, le secteur de la mode et de la beauté s'intéresse de plus en plus aux beautés et au corps pluriel, ce qu'on avait très peu l'habitude de voir jusqu'à présent. C'est encore au tout début d'un changement qui s'opère. Mais pourquoi ça a pris autant de temps avant de réaliser qu'il y avait un problème de représentation ? Je pense qu'on a réalisé très tôt finalement qu'il y avait un problème de représentation. Et je pense notamment à un ouvrage de Naomi Wolf qui s'appelle The Beauty Myth. Donc le titre en français, je crois que c'était Quand la beauté fait mal. Je pense donc, je prends le secteur de la beauté comme un exemple parce que c'est un ouvrage qui a été écrit très tôt et dans les années 60, il me semble, 70, et finalement qui mettait en parallèle la manière dont les corps des femmes, leur visage et toutes les représentations qu'on pouvait en faire étaient des outils de soumission. En tout cas, c'est la théorie de Naomi Wolf. Et elle explique en fait dans cette théorie que il y a un certain asservissement finalement par la représentation. Si on n'avait pas eu ça déjà dans la troisième vague du féminisme, finalement on serait pas là aujourd'hui. On pourrait pas parler aujourd'hui de diversité, de représentation, de pluralité, parce qu'il a fallu que Naomi Wolf écrivent ça, que d'autres d'ailleurs avant elle et après elle aussi écrivent ce type de livre pour qu'on puisse s'en rendre compte. Et ce qui s'est passé, je crois, ces dernières années, c'est qu'on a réussi à mettre en parallèle finalement et à mettre en pratique ce que les féministes nous ont enseigné depuis tant d'années avec une réalité marchande. Et les deux, le fait que les deux se rencontrent vraiment et qu'il y ait cette opposition qui se fasse dans la tête des gens a créé finalement ce besoin de diversité, de pluralité et même une exigence finalement de la part des consommateurs. Mais enfin, on parle de consommateurs, mais c'est des humains. On est tous humains et c'est des gens qui font partie de la société et qui ont dit stop et qui ont eu envie d'autre chose et qui ont eu envie qu'on représente finalement la réalité telle qu'elle est. Et je crois vraiment, je suis vraiment persuadée que sans le mouvement féministe, on n'aurait pas pu avoir ça, de la même manière qu'on n'aurait pas pu avoir une plus grande diversité de représentation des communautés LGBT, des différentes ethnies aussi. Ça, c'est un point fondamental. Et on a voulu finalement casser l'image d'un idéal de beauté, parce que c'est ce que le féminisme nous a enseigné, que
justement, ces idéaux et ces images un peu placardées partout étaient une manière de nous asservir et de nous faire correspondre, d'essayer de nous faire rentrer dans des cases. Et ça n'existe pas. Et c'est pour ça que on a besoin de ça. Alors vraiment, ça a mis du temps, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est assez bien installé, ça commence à bien s'installer. Je sais que, en tout cas, du point de vue du cabinet Tendance, c'est quelque chose qu'on a vu arriver depuis un certain nombre d'années maintenant, et qui est complètement rentré dans les mœurs, en fait. Chez nous, en tout cas, c'est un acquis et on ne pourra pas nous le retirer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de greenwashing pour les marques qui se positionnent comme étant écolo, mais pas tant que ça, de feminism washing ou pink washing pour les médias et les marques qui, pareil, se disent être féministes ou LGBT friendly, mais ça reste un peu rose bonbon et ça va pas trop en profondeur. Est-ce qu'on peut aussi parler d'inclusivity washing, qui serait l'équivalent d'inclure des personnes racisées, des beautés et des corps pluriels, mais juste parce que ça marche stratégiquement et pas parce qu'on a vraiment envie d'inclure la société dans sa définition la plus large? C'est toute la difficulté à laquelle les bureaux de tendance peuvent être confrontés, parce que finalement, comme je le disais, nous, on a vraiment inclut cette manière de penser dans tout ce qu'on développe. Donc c'est un acquis et on ne peut pas s'en débarrasser. En revanche, les marques vont voir là une opportunité de parler à des consommateurs, de parler à des gens pour qu'ils puissent finalement, parce que c'est ça la réalité, c'est qu'il faut acheter les produits. Il faut que le business se fasse. Donc forcément, il va y avoir de l'opportunisme. C'est obligatoire. Moi, la question que je me pose vraiment, c'est si toutes ces marques qui ne croient pas vraiment à ce qu'elles racontent, font quand même de la diversité de représentation. C'est-à-dire que pendant 3, 4, 5 ans, tout leur discours va être basé là-dessus. Est-ce que finalement, ça ne fait pas avancer la société aussi en même temps? Est-ce qu'il faut leur en vouloir d'une manière indirecte? Parce qu'on va dire non mais ils croient pas à ce qu'ils disent et donc du coup c'est pas sincère et donc c'est pas bien. Oui, mais n'empêche que c'est pas marqué en 4x3 sur la publicité qu'ils y croient pas. Ce qui est écrit, c'est que il faut de la diversité et qu'il faut de la pluralité et qu'en plus finalement ils auront représenté des femmes de toutes les tailles, avec des formes, pourquoi pas des poils, etc., etc. Est-ce que ça fait pas évoluer les mentalités? Est-ce que ça provoque pas des débats chez nous dans la société qui nous font aussi avancer et qui finalement vont nous amener à ce que ce soit un acquis, la diversité, et que on ne doit plus représenter une femme sur du papier glacé, complètement maquillée, pas de pores qui dépassent, pas de cernes, rien du tout. Finalement, en fait, ils vont participer au fait que la réalité n'est pas du papier glacé et véhiculer cette idée que l'imperfection est quelque chose de présent en fait dans la vie de tous les jours et chez tout le monde. Et je pense en tout cas à ce niveau-là qu'ils peuvent faire avancer les choses. En revanche, ce qui est plus dérangeant, c'est que quand on parle par exemple de diversité ethnique, effectivement, l'envers du décor, c'est que dans les marques de mode, dans les maisons de beauté ou des choses comme ça, il y a une présence dans les effectifs ethniques qui est très moindre, toujours. C'est ça que j'allais te poser comme question. C'est un peu le problème. C'est certes, ça fait avancer la société parce que c'est quand même plus agréable, en tout cas pour une personne concernée, de se voir représentée. Mais l'idée, c'est que si derrière, enfin dans les équipes, elles restent toujours très masculines, très blanches, très hétéronormées. Enfin, forcément, on a l'impression que ce changement, il est fait, mais pas en profondeur. Et que ce changement va un peu à contresens de ce qu'on voudrait vraiment aussi changer. C'est les effectifs, c'est que la mode, que le secteur de la beauté, que le monde en général devienne plus diversifié. Et c'est aussi ça le problème. C'est une réelle problématique qui, je pense, va finir par émerger. Et ce sera, comme d'habitude, par le biais d'un scandale, finalement, parce que on peut pas... En fait, les consommateurs aujourd'hui, les gens sont hyper avertis de tout ce qui se passe. On a
tous accès à une source d'information incroyable qui est Internet et qui va nous permettre en fait de faire des recherches. Il y a beaucoup de comptes Instagram qui dénoncent énormément les pratiques présentes dans le milieu de la mode, qui est un monde qui est quand même très difficile, surtout dans la haute couture et pour les mannequins. Il y a des pratiques effectivement dans la beauté qui sont pas non plus, qui sont aussi dénoncées, et je pense cette fois-ci encore à d'autres comptes. Les consommateurs prennent le pouvoir en fait et ils vont imposer aux marques une manière de penser en leur disant vous pouvez pas nous vendre ça en faisant ça par derrière. Vous êtes hypocrite. Et là, il va y avoir vraiment une négociation entre les deux entités. Mais tant que ça n'a pas lieu, je pense que les entreprises continueront malgré tout de fonctionner comme elles ont toujours eu l'habitude de fonctionner. Et faire changer les choses en profondeur, ça va vraiment être un énorme challenge qui nous appartient. Et justement, c'était ma prochaine question, parce que dans tous ces changements qui sont plutôt positifs, il y a aussi plein de backlash, comme tu le rappelais, qui viennent des réseaux sociaux envers les marques qui ont essayé d'être inclusives et étaient en fait totalement à côté de la plaque. Donc la liste, elle est très 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 longue. Surtout ces dernières années, limite tous les mois, il y a un nouveau scandale qui arrive. Mais je me rappelle de cette fois où Barbie Ferreira, une mannequin plus size, faisait une campagne pour Urban Outfitters, mais sa taille n'était pas dispo dans la ligne pour laquelle elle posait. C'était quand même assez ironique. Ou l'année dernière, H&M qui mettait un petit garçon noir avec son pull écrit le singe le plus cool de la jungle. Et en fait, les consommateurs, ils ne veulent plus ça. Ils ne veulent plus en fait qu'on les prenne pour des idiots. Et je me demande si, limite, on ne serait pas les prochains bureaux de tendance. C'est nous qui dictons en fait ce qui va se passer dans le futur, parce qu'on n'accepte plus de pas être pris en compte dans cette démarche d'inclusivité. Je pense que effectivement, nous, en tant que consommateurs, on a beaucoup à apprendre aux marques, et les entreprises doivent effectivement nous écouter énormément. En revanche, je pense que on ne peut pas, nous non plus, prendre les responsabilités qu'ont les marques de créer, en fait, de mettre sur le marché des innovations qui vont être vraiment utiles au monde. Et donc, elles ont cette responsabilité, elles, d'une part, de développer des nouvelles solutions qui nous permettent d'avancer, chacun, et d'autre part, de nous écouter. Mais elles doivent, pour écouter, finalement, toujours se replonger dans une analyse et dans avoir un regard, en fait, sur le monde de la consommation. Et c'est très difficile, en fait, quand on est enfermé dans un bureau H24 et qu'on travaille d'arrache-pied en faisant du 8h-20h. C'est compliqué de pouvoir regarder les gens en face, de regarder comment ils vivent. Et c'est là où, effectivement, les bureaux de tendance, nous, on peut intervenir. La problématique qu'on peut avoir, nous, après, en tant que bureau et en tant que conseiller, c'est que y a des réalités qui n'émergent pas chez tout le monde. Les sons de cloche sont pas forcément les mêmes. Il y a beaucoup de différences de points de vue et il y a des avis vraiment hyper variés. Et finalement, on a beaucoup de mal, nous, à appuyer justement les demandes des consommateurs autrement que par du chiffre, de la data, des choses très très pragmatiques. Et on se heurte un petit peu à ces problématiques en se disant, en fait, si j'apporte pas la preuve par 3 que je dis la vérité ou que, en tout cas, le consommateur a envie de ça, on va pas m'écouter. Et donc, on a besoin de produire énormément de recherches. Ça prend beaucoup de temps et surtout, on a besoin que les gens puissent se projeter. Et c'est la difficulté, en fait, et ça va paraître un petit peu... Enfin, ça va paraître très politique, ce que je vais dire, mais si on est enfermé, encore une fois, comme on peut être enfermé à l'Élysée, forcément, on peut pas comprendre. On n'arrive pas. Et être éloigné des réalités consommateurs, malheureusement, c'est quelque chose qui est très fréquent et qui va amener à le singe le plus cool de la jungle. Puis c'est vrai que malgré tous ces changements, il y a certaines marques, on a l'impression qu'elles sont encore dans les années, même pas 90, parce que limite dans les années 90, c'était beaucoup plus diversifié, beaucoup plus pluriel.
Mais oui, il y a certaines marques, on a l'impression qu'elles ne veulent pas de ce changement et qu'elles restent en fait dans ce truc un peu lisse, de la beauté lisse, de cette beauté de ces corps filiformes, même blancs. Et que malgré les changements sociétaux, c'est non, nous on va rester dans notre petit monde, dans un espèce d'entre-soi. Comment ça se fait que ces marques veulent pas de ce changement ? Je pense à des diversités culturelles notamment. Donc je pense à un grand groupe japonais qui a sorti il y a pas très longtemps, qui a fini par le sortir quand même, mais quand on sait que toutes les marques de beauté ont développé des gammes de couleurs sur les fonds de teint pour correspondre à toutes les couleurs de peau, c'est quelque chose dont on a parlé maintenant il y a 1 an et demi, qui a mis 3 ans en fait à finalement, après le débat, sortir une gamme spécifique pour les peaux de couleurs diverses et variées. Mais en fait, nous, on est en Europe et en fait, on a une culture européenne, etc., etc. Les États-Unis, ils ont d'autres problématiques, mais en tout cas, ils ont une culture américaine qui fait qu'ils sont eux aussi confrontés à un besoin de diversité. En revanche, il y a d'autres pays et d'autres sphères dans le monde où on est beaucoup moins confronté à ce besoin de diversité. C'est des questions qu'on se pose même pas, en fait. Je pense à l'Asie. Il y a un refus parce que mais c'est pas dans leur culture. Finalement, ils n'ont pas vécu tous les flux migratoires que nous, on a pu connaître. Et donc, ils ne sont pas confrontés à cette réalité-là. Et finalement, ils ne comprennent même pas les débats. Dans un marché mondialisé, dans tout ce qu'on fait qui est hyper international, forcément, il y en a qui sont à la traîne, il y en a qui ont du mal. Et après, il y a l'inertie aussi, qui est un fléau. On le connaît tous, quel que soit le métier dans lequel on travaille, on sait que l'inertie est quelque chose qui pourrit de l'intérieur toutes les innovations ou la modernité qu'on voudrait inculquer. Et je pense que ça, c'est malheureusement un trait humain qu'on a tous. Et quand on n'a pas envie de voir un problème, on le voit pas. Et quand on n'a pas envie de l'adresser, on ne l'adresse pas. A contrario, on est aussi dans une société où les produits de beauté sont devenus hyper importants. Donc, l'idée d'avoir une peau parfaite, sans maquillage, etc. Et je me demande si l'avancement vers de nouvelles perspectives plus ancrées dans leur époque, notamment mieux s'accepter comme on est, de l'autre côté, on s'attache à des valeurs qui nous maintiennent dans des injonctions. On n'a pas changé le marché complètement encore. On n'a pas tout changé, on n'a pas tout cassé et malheureusement, il reste énormément de traces de ces injonctions, de l'image de l'idéal, finalement, qu'il soit féminin ou masculin d'ailleurs, parce que pour le masculin aussi, la question se pose énormément. Je pense quand même que la conversation sur la perfection, donc on parlait de la peau parfaite, se débride énormément. J'ai vu la semaine dernière que Enjoy Phoenix avait fait un post sur Instagram justement pour parler de son acné hormonal, que ça avait vraiment fait le buzz et que elle a été énormément soutenue. Elle a reçu beaucoup de messages de sympathie, beaucoup d'empathie finalement, pour revenir à ce qu'on disait au début. Mais malheureusement, en fait, tant que on aura cette idée encore préexistante de l'idéal de beauté, on n'arrivera pas à en sortir. Je crois que le fait que la beauté soit un concept en lui-même, c'est quelque chose de très compliqué à déconstruire et à casser. Quand on dit « Ah, il est joli ce canapé », on se réfère à de la beauté et donc même si c'est qu'un canapé, il y a quand même ce concept qui est hyper présent et qui va nous préexister. Finalement, même nous en tant qu'êtres humains, on va y être soumis. C'est un concept qui est très compliqué, qui est très ancien, qui était lié au Moyen-Âge à la religion. La femme a été pendant très longtemps comme une espèce de c'était bien, mais en fait c'est pas bien parce que ça cache des choses. Enfin, on a un rapport psychologique à ça qui est hyper complexe. Et en plus, aujourd'hui, la beauté, elle est associée aussi à la santé. Donc je reviens à Enjoy Phoenix avec son sujet d'acné hormonal, perçu comme un être justement duquel il fallait se méfier à cause de sa beauté. Donc la beauté, on a un passif très compliqué. C'est très compliqué en fait de venir sur les réseaux sociaux et de dire regardez mon visage qui est couvert de traces, de boutons, etc. Parce que les gens vont se dire mais c'est sale en fait. Et cette espèce de projection là qu'on a,
c'est la projection de l'imperfection. L'imperfection est quelque chose de mauvais en ce qu'il est bactériel. Enfin, il y a une dimension incroyable qui se développe autour de ça. Et si vous faites parler des gens sur les imperfections, ils auront 1000 choses à dire. Les poils, c'est sale aussi. Enfin, c'est pareil. Et du coup, tant qu'on aura... Les gens pensent que c'est sale. Oui, mais ouais. C'est ce qu'ils disent. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Et tant que les deux seront toujours intrinsèquement liés, finalement, on va réfuter le concept de l'humain en lui-même dans sa dimension la plus spontanée possible. Et c'est ça alors, c'est ce à quoi on essaye de s'attaquer. Moi, je me pose vraiment la question de savoir si... est-ce que les représentations, ça suffit ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre pédagogie à avoir ? Parce que le problème de la représentation, c'est que j'ai l'impression qu'on tourne en rond et qu'on rentre dans un nouveau piège, en fait. Parce que... Mais c'est un moyen, et on essaye des choses, on essaye de faire des choses, mais... Oui, et le problème, c'est que des fois, c'est hop, on a mis une femme avec de l'acné, hop, on a mis une femme grosse, hop, on a mis un noir, hop, on a mis une personne handicapée, et c'est comme si, en fait, on cochait des cases pour se dire, c'est bon, ça suffit. Et je pense que oui, effectivement, pour les prochaines années, pour le futur, et c'est aussi l'une de mes questions, c'est de savoir est-ce qu'on va aller un peu plus loin que ça, et peut-être les marques, elles auront besoin de devenir peut-être plus politiques, plus militantes, enfin aussi de réfléchir à un ADN qui soit au-delà de l'image, qui soit aussi quelque chose de plus sociologique, oui, quelque chose de plus politique, quoi. Ça me fait penser, alors c'est complètement vrai, ça me fait penser à Simon Sinek, qui est une personnalité du monde un petit peu de la communication, en tout cas qui a essayé de théoriser une manière nouvelle d'adopter une posture et qui est très utilisée en communication, en marketing, etc. Il a écrit un livre qui s'appelle Start with Why. Donc, commençons par pourquoi. Et une marque, aujourd'hui, on lui dit « Pourquoi vous êtes là ? En quoi vous croyez ?» Et les marketeurs vont vous dire « Moi, je sais pas, je vais pas changer le monde, les gars. En fait, je suis là pour vendre du produit à vaisselle. » Et on va leur dire « Non, mais pourquoi tu vends du produit à vaisselle ?» Et c'est hyper compliqué parce qu'en fait, on associe de l'absurde on arrive à de l'absurde. On associe une logique marchande à une logique hyper philosophique. Et du coup, effectivement, les gens sont là. Bon, il faut qu'on arrête de planer quand même 2 secondes et qu'on se pose sur les trucs. Et quand vous leur dites, il faut que vous changiez le monde, ils sont là. Non, mais moi, je vends du liquide vaisselle, en fait. Enfin, c'est pas mon problème. Et c'est ça qui est problématique. Alors après, quand on rentre dans les secteurs de la mode, de la beauté ou d'autres encore, là, on peut se dire, effectivement, on peut véhiculer quelque chose d'hyper fort par rapport au rapport humain, par rapport au rapport qu'on a avec la beauté, le corps, etc. L'enjeu, et c'est aussi tout mon questionnement, c'est que quand une marque, elle devient politique, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et on peut imaginer plein de potentialités. C'est, je trouve, peut-être un petit peu... en tout cas, la marque, oui, parce qu'elle est dans l'espace public et parce que elle est... finalement, c'est une personne. Il faut qu'on la considère comme une personne parce qu'elle s'exprime, elle a la capacité de parler, elle a la capacité de véhiculer des images, elle a la capacité de communiquer avec ses pairs, avec les consommateurs, etc. Donc oui, il faut qu'on la considère comme un humain. Mais le fait de donner ce pouvoir politique à une marque, je trouve... peut être très dangereux. On a vu, par exemple, pendant les élections américaines, et beaucoup de ces tendances-là viennent des États-Unis, que beaucoup de marques ont pris position contre Trump. Bon, généralement, c'était contre. Dolce Gabbana avait dit, à l'inverse, non, nous, on va continuer d'habiller Melania Trump parce qu'on l'adore. Et d'autres marques avaient dit non, nous, on est vraiment contre, etc. Airbnb, pendant le Super Bowl, avait sorti une campagne qui allait justement contre les idées de Trump, en mettant en avant toute la diversité des États américains, etc., etc. Et justement, on parlait de représentation physique pour parler d'ethnie. Donc c'était hyper intéressant. Mais bon, là, c'est bien gentil, c'est super mignon et c'est plutôt bien intentionné. Le jour où une marque va prendre une position qui va à l'encontre de certaines valeurs, qu'est-ce qu'on va faire ?
parce qu'elle aura un pouvoir, en fait. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait considérer la marque comme un humain, mais il ne faut pas oublier qu'elle a un pouvoir bien, bien différent que de nous, pauvres mortels, qui sommes juste avec 2 comptes Twitter et un compte Instagram. Enfin, eux, ils ont des pouvoirs qui sont juste autrement plus importants. Et je trouve que c'est une réflexion qui est hyper intéressante de se dire, oui, les marques entrent en politique, moi j'y crois beaucoup, mais éthiquement parlant, je pense qu'il faut vraiment se poser les questions des enjeux que ça engrange. Ouais, c'est intéressant, j'y avais jamais pensé de cette manière. Mais limite, oui, une marque, c'est un média. C'est comme un média. Bah oui. C'est un pouvoir de communication et puis à en l'infini. Plus, ouais, et puis en plus, c'est tentaculaire. Enfin, ça va dans tous les pays. Ça peut avoir un véritable impact. Et je pense qu'il faut manier ça avec énormément de précautions. Et ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure sur comment ça se passe derrière l'envers du décor. Qui est derrière ? Qui sont les personnes qui sont derrière? Alors, qui a le contrôle. Qui a le contrôle. Et c'est encore... et là, on commence à rentrer, tu vois, dans des espèces de considérations où on se dit, mais mon Dieu, mais c'est le Big Bang, c'est Big Brother, et c'est pour ça qu'il faut dangereux. aussi changer les équipes, parce qu'en général, naturellement, quand les équipes sont diverses, naturellement, il y a des choses qui se font, qui sont sensées et qui viennent d'identification personnelle, d'expériences vécues, etc. Donc, Et là, je fais juste un parallèle avec le milieu politique. C'est qu'une fois qu'on a ce pouvoir, finalement, il y a une ivresse du pouvoir, en fait. Et je suis pas sûre que la bienveillance résiste à ça. Donc, quand on peut être très bien intentionné, avoir toutes les bonnes volontés du monde. Ce qui m'effraie un petit peu, c'est que quand on voit finalement les politiques qu'on a envie d'élire, on se dit ouais, c'est vachement bien quand même. Ce mec-là, il est hyper bienveillant, il a vraiment une force empathique, il comprend, etc. Et on voit en fait que après derrière, ça part complètement en n'importe quoi. Et moi, je suis persuadée intimement que c'est ce pouvoir en fait qui rend complètement ivre et qui rend fou. Et j'avais vu une émission très intéressante d'ailleurs parce que les Suisses parlent de ça de manière hyper ouverte et il y a plein de choses sur internet à ce sujet. Et je me dis que pour des gens qui ont juste fait des écoles de commerce, qui ont fait des écoles de marketing ou des choses comme ça, le jour où ils ont un tout petit peu de pouvoir, finalement, ça peut devenir dangereux. Avant de terminer, j'aimerais savoir quelle est la place des réseaux sociaux dans tout ça. Donc, je pense particulièrement à Instagram, qui a changé aussi notre regard, notre manière de consommer, notre manière de voir les choses. Est-ce que ça a vraiment eu un rôle dans la perception de nous-mêmes, des marques et de notre relation avec elles ? Alors, là, je pense qu'il y a plusieurs questions. On parlait tout à l'heure de cet aspect un peu schizophrénique de la consommation, c'est-à-dire qu'on va demander énormément de diversité et en même temps, on va prôner une idée de la perfection. Je pense que Instagram est le premier véhicule de ça, de cette schizophrénie ambiante, c'est-à-dire que un seul compte Instagram va nous dire super, ne rasez plus vos poils, c'est super chouette et tout ça. Et puis derrière, va nous vendre des rasoirs. Je pense à une marque en particulier qui fait ça. Et du coup, je pense que ça nous nourrit à notre niveau psychologique dans une schizophrénie. Ça nous maintient, en fait, un petit peu en éveil à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'on n'arrive pas vraiment à sortir de ces idées de représentation. Et ça il y a une distorsion, en fait, de la réalité. Donc, même si on se dit non, mais moi je me projette pas, tout ça, combien d'entre nous suivons des comptes Instagram qui nous disent comment avoir un super corps pour cet été, etc. Mais ils vont nous vendre une esthétique hyper chiadée, quelque chose qui n'est pas dans l'injonction de prime abord, mais qui va finalement l'être, en fait. Et c'est là où je pense qu'on n'a pas supprimé complètement cette notion de l'injonction qui est faite alors aux femmes, mais aux hommes aussi. On continue à la nourrir.
Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que effectivement, Instagram va faire évoluer notre relation avec les marques, dans le sens où une marque, c'était une entité dans laquelle on n'arrivait pas trop à se projeter avant. Alors, il y avait un nom, il y avait des produits, et puis après, il y avait éventuellement une publicité télévisée, une campagne d'affichage, et puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, je pense que les marques sont capables de se construire un corps au travers des images. Donc, elles vont... Alors, par exemple, pourquoi est-ce qu'une marque de beauté va tout d'un coup se mettre à poster une image d'un salon? Pourquoi est-ce qu'on va tout d'un coup projeter une chambre? Enfin, toutes ces images différentes qui n'ont rien à voir avec le produit qu'on vend à la base vont participer à la construction du corps de la marque. Et on va la personnifier beaucoup plus. Elle va pouvoir avoir vraiment un espèce de visage. Et c'est ça, en fait, qui va nous attirer à elle. Parce que tout d'un coup, elle ne vend pas que du produit. Elle vend un univers au total. Et dans tout ça, le consommateur, du coup, va avoir beaucoup plus de facilité à se projeter et, in fine, va avoir beaucoup plus de facilité à acheter. Parce qu'il va idéaliser cette marque, il va l'imaginer, il va la vivre, parce qu'après, elle va organiser des événements, il va y avoir des personnes qui vont la représenter. Donc ça, c'est des anciennes pratiques, mais qui sont remixées au goût du jour et qui, je pense, font évoluer ce rapport-là qu'on a. Et c'est pour ça que... il y a quelques années, il y avait eu un scandale avec une marque qui avait changé son logo aux États-Unis et qui avait imposé un petit peu ça aux consommateurs. Et les consommateurs ont dit, non, en fait, nous, on n'aime pas ton nouveau logo, donc tu vas revenir à l'ancien. Et ils ont dit, d'accord, ok, on va revenir à l'ancien parce qu'on a compris que vous étiez un peu énervés. Et en fait, voilà. Là, il y a un dialogue qui se crée et c'est au bénéfice du consommateur, mais aussi au bénéfice de la marque, et ça, faut pas l'oublier. Pour finir, est-ce que tu as des ouvrages documentaires à nous conseiller pour comprendre comment le marketing a bien plus d'impact qu'on ne le croit sur nos vies et nos manières de penser? J'ai pensé à Gilles Lipovetsky, dans son œuvre de manière générale. Et moi, un ouvrage qui m'a beaucoup aidé et que je voulais conseiller, beaucoup aidé à comprendre, en fait, à faire les liens entre le caractère historique et aussi le caractère marchand. C'est La troisième femme. Donc il y a une petite référence à Simone de Beauvoir, bien sûr. Et c'est hyper enrichissant parce que ce livre me permet de retracer finalement la manière dont on a modelé l'idéal féminin, donc depuis la préhistoire en fait, et jusqu'à aujourd'hui, comment on s'en sert et l'impact qu'il a. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Gilles Lipovetsky, il est agrégé de philosophie, mais c'est un essayiste, et en fait, il fait appel à plein de références, et il cite de grands auteurs comme des plus petits, comme des chercheurs, et ça nous permet de donner justement un point de vue très globalisé à la question. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci, Jennifer. Merci de nous avoir écoutés. C'était l'épisode 19 de Miroir Miroir, produit par Quentin Bresson. Si vous voulez rattraper tous les autres épisodes, rendez-vous sur binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Vous pouvez aussi laisser des notes, des commentaires et nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à dans 2 petites semaines. À bientôt.